Alors, je vais commencer par citer un philosophe très peu cité dans cette salle, à la fois au groupe Mission, à la fois pour les cours de philosophie que nous avons avec les illustres séminaristes. Je dis illustres parce qu'il y en a un parmi nous, c'est la première fois, on est tous très stressés. Nietzsche dit la chose suivante. Vous allez voir, c'est costaud. Des femmes peuvent très bien lier amitié avec un homme, mais pour la maintenir, il y faut peut-être le concours d'une petite antipathie physique. Ça peut paraître un petit peu déprimant comme constat. Alors oui, Jacques et Céline peuvent être amis, ça se passera bien au début, mais pour que ça dure, c'est quand même mieux s'il manque une ou deux dents à Jacques et si Céline a une jambe de bois. C'est un petit peu problématique quand même. À l'extrême inverse, il y a une position qui est un déni total de la différence sexuelle en amitié. Et ça m'a frappé d'ailleurs, même si vous démentez le fait qu'il n'y aurait pas grand monde, vu que le sujet vient de vous, beaucoup de gens avec lesquels j'ai parlé m'ont dit que le sujet finalement, la question n'est pas très bien posée, on sait bien que c'est possible, on a tous des amitiés filles-garçons. Pourquoi vous parlez de ça? La réponse est évidente. Je cite quelqu'un sur le parvis de l'église dimanche, il n'est même pas venu pour se racheter. On ne vous a pas attendu pour avoir des amitiés filles-garçons. Votre sujet est pourri. Peut-il ou non donc exister une amitié véritable entre un homme et une femme sans qu'elle n'évolue en relation amoureuse? Il faut d'abord, je pense, préciser de quelle amitié on parle. Après Nietzsche, citons un autre grand philosophe de notre ère, le père Thierry-Dominique Imbrecht, qui est très vraisemblablement derrière la porte, et qui distingue dans Lettres aux jeunes sur la vocation 3 cercles d'amis. Il y a d'abord un cercle très large, le cercle des camarades de classe, des camarades d'université, des collègues de bureau, des connaissances pour lesquelles il n'y a pas tellement d'exigence, d'intimité à entretenir. On ne devrait pas forcément parler d'amis, dans la mesure où on parle d'amis sur Facebook, on peut quand même parler de ce grand cercle d'amis. Il y a ensuite un cercle un peu plus restreint, qui est le groupe d'amis. Ce cercle, vous le connaissez bien, c'est le groupe avec lequel on passe de bons moments, de bonnes soirées où on a des discussions sur l'avenir du monde, l'Immaculée Conception, tout ça. Et enfin, il y a ce cercle intérieur, ce cercle le plus proche, le cercle des vrais amis. Ceux à qui on se confie quand tout va bien, ceux à qui on se confie quand tout va moins bien, ceux avec lesquels on partage beaucoup, on partage presque tout, ces amis qui nous aident à avancer, ces amis pour lesquels on prie. C'est bien de ce cercle intime, de ce premier cercle dont nous parlons ce soir. Et c'est là où la question fille-garçon devient vraiment une question. La première partie sera donc consacrée à une étude très philosophique on est tous en philosophie, il faut bien s'en servir de temps en temps, de ce qu'est l'amitié. Ce ne sera pas l'amitié pour moi, ni l'amitié c'est quand il y a ça ou ça, mais on va essayer de définir l'amitié. Alors moi je pensais qu'on serait suffisamment peu nombreux pour que vous puissiez chacun à votre tour essayer une définition. On va peut-être pas imposer cet exercice qui serait assez humiliant, sauf pour les étudiants en philo, qui pour une fois ne seraient pas les débiles, nuls en maths, qui n'ont rien trouvé d'autre à faire pour leurs études. Et donc on va directement partir chez notre ami Aristote. Aristote, éminent philosophe catholique, puisque mort en 322 avant Jésus-Christ, mais dont notre père saint Thomas d'Aquin, ici présent, s'est largement servi pour sa théologie. Il parle de l'amitié de la façon suivante. Il dit d'abord que l'amitié est la chose la plus nécessaire pour vivre, important sujet, et donne cette définition. L'amitié est une bienveillance mutuelle connue de part et d'autre. 3 éléments dans cette définition qui semblent très courtes pour un sujet si vaste. D'abord, la bienveillance. Il faut vouloir du bien à l'autre. Il y a une certaine inclinaison vers l'autre, un amour de l'autre en lui voulant du bien. Deuxième élément, la réciprocité. Cette grande amitié que j'ai depuis toujours, mais où celui d'en face ne m'aime pas du tout, je dois bien vous le dire, ça n'est pas une amitié. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut cette réciprocité dans l'amitié. Et enfin, il faut qu'elle soit exprimée, cette amitié. Il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit dite. Alors, ce n'est pas forcément une déclaration d'amour, mais le bête « tu veux être mon ami » de la cour de récréation se répercute ensuite dans les amitiés. Il faut qu'il y ait cette conscience commune qu'il y a amitié entre les deux personnes. Et Aristote fait ensuite la distinction qui me semble est la plus intéressante.
en fonction de l'objet aimable de telle ou telle amitié particulière. Il dit qu'il y a 3 sortes d'objets qui sont aimables. Le bon, l'agréable et l'utile. Ceux qui notent, c'est très bien. Le bon, l'agréable et l'utile. Et de ces objets aimables peuvent naître 3 différentes amitiés. Une première amitié peut se fonder sur l'utilité. Je retire un certain bien de la fréquentation de telle ou telle personne. Pour Aristote, c'est l'amitié des vieux, des vieillards. Je le cite. « Les amis de cette sorte ne se plaisent guère à vivre ensemble, car parfois ils ne sont même pas agréables l'un à l'autre. Ils n'ont dès lors nullement besoin d'une telle fréquentation, à moins qu'ils n'y trouvent leur intérêt, puisqu'ils ne se plaisent l'un avec l'autre que dans la mesure où ils ont l'espérance de quelque bien. » Vous vous en doutez, cette amitié n'est pas ce qu'il y a de plus élevé dans les relations humaines. Deuxièmement, donc c'était l'amitié fondée sur l'utile, qui me rapporte un certain bien, l'amitié fondée sur l'agréable, amitié de plaisir. Et Aristote applique cette amitié aux jeunes gens, donc elle vous concerne un petit peu plus. Vous verrez, ce texte que je vais vous lire a été écrit il y a 2300 ans, et les jeunes gens étaient déjà des jeunes gens. L'amitié chez les jeunes gens semble avoir pour fondement le plaisir, car les jeunes gens vivent sous l'empire de la passion, et ils poursuivent surtout ce qui leur plaît personnellement et le plaisir du moment. Mais en avançant en âge, les choses qui leur plaisent ne demeurent pas les mêmes, c'est pourquoi ils forment rapidement des amitiés et les abandonnent avec la même facilité. 23 siècles le texte, pas mal. Voilà sans doute quelque chose d'un petit peu plus dangereux qui vous concerne directement, ces amitiés qui nous semblent très fortes, très intenses, très vraies, mais qui en fait sont très fragiles. Pourquoi ? Parce que ce qui fonde cette amitié, c'est le plaisir que j'éprouve à la fréquentation de telle ou telle personne. Alors cela peut me sembler très sincère, très, très grand, très bon, mais finalement, je m'aime moi, j'aime pas tellement mon ami, puisque ce que j'aime dans cette amitié avec l'ami, c'est le plaisir que ça me fait. C'est les petits picotements de mon âme quand je suis avec mon ami. Tout va bien, tout se passe bien, c'est beau, c'est grand, mais ça n'est que dans ce sens-là. Et la vraie amitié va aller dans l'autre sens, vers la personne aimée. C'est toute la thèse de ce que nous dit l'abbé Grosjean, qui parle plus de relations amoureuses, aimer en vérité, passer de cette sincérité, de ça me fait du bien, je le ressens bien, c'est donc bien, eh ben non, c'est bien parce qu'il y a une certaine bonté intrinsèque, c'est pas bien parce que je le sens bien, ou parce que j'éprouve que c'est bien. Fort de ce constat, il y a soit on se dit c'est très beau, c'est la philosophie ancienne, c'est merveilleux, mais aujourd'hui tout a changé. Soit on se dit peut-être qu'une ou deux ou trois ou plus de mes amitiés sont pas si solides que ça. Et peut-être qu'il va falloir revoir une ou deux choses. Soit pour se dire il y avait vraiment que ça qui tenait cette amitié, peut-être que je vais faire quelque chose. Soit au contraire, peut-être plus optimiste, essayons de trouver un fondement à notre amitié qui soit plus fort. Quel est ce fondement ? C'est le troisième type d'amitié, le seul véritable, l'amitié fondée sur le bon, l'amitié de vertu. Je cite Aristote. « Ceux qui souhaitent du bien à leurs amis pour l'amour de ces derniers sont des amis par excellence, puisqu'ils se comportent ainsi l'un envers l'autre en raison de la propre nature de chacun d'eux et non par accident. Aussi, leur amitié persiste-t-elle aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes bons, et la vertu est une disposition stable. » Je répète cette dernière partie, si vous voulez la noter, c'est assez beau. Leur amitié persiste aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes bons, et la vertu est une disposition stable. Là, on a vraiment changé de plan. On est attiré dans l'ami par quelque chose de bon dans l'ami, pas simplement ce que j'éprouve, pas ce qui me rapporte quelque chose, mais une bonté que je vois en lui. Cette amitié va se fonder sur le fait de progresser ensemble. Il y a un désir du bien, un désir d'être meilleur, et l'amitié que nous formons va avoir ce but commun. Ensemble, on chemine pour devenir des gens meilleurs. Voilà ce qui devrait être le fondement de nos amitiés. On avait distingué le bon, l'agréable, l'utile, qui fondent les amitiés d'utilité, de plaisir et l'amitié de vertu. Cette dernière amitié,
on va tendre vers elle. Est-ce que c'est uniquement pour un idéal philosophique? Non. L'amitié de vertu n'est pas dénuée d'utilité, elle n'est pas dénuée de plaisir. Cette amitié est utile, car ce qui nous rassemble, c'est la vertu. Nous progressons ensemble, nous allons vers le bien. Et donc, grâce à cette amitié, finalement, je deviens une meilleure personne. C'est sans doute un bien plus grand que n'importe quel bien que je pourrais tirer d'une amitié vraiment strictement utilitaire. Cette amitié-là me transforme et me rend meilleur. En plus d'être utile, cette amitié de vertu est agréable. Le bien dont je jouis, c'est l'ami lui-même, c'est ce qu'il est. Vous savez que le plaisir est la conséquence de la présence d'un certain bien en acte pour les philosophes d'entre nous. Et plus le bien est grand, plus le plaisir est grand. Je mange, ça me fait plaisir, parce que je participe à la survie de mon être, je me nourris. Le plaisir sexuel qui assure la transmission de la vie est un plaisir encore plus grand, puisque le bien est encore plus grand. Et là, on parle d'un bien qui est un bien de l'âme, me fait grandir l'âme, cette amitié de vertu. Et donc le plaisir qui en découle sera un plaisir très grand, qui vaut le coup finalement de risquer ce genre d'amitié. Alors ensuite, risque, du coup, des amitiés imparfaites, c'est une certaine rupture. Elles peuvent, une fois que le plaisir change ou que l'utilité n'est plus là, se rompre d'elles-mêmes. Aristote parle aussi de 2 cas où il faut rompre l'amitié. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus enthousiasmant, mais c'est bien d'en parler. Premièrement, si je me suis trompé. Moi, je pensais avoir une amitié de vertu, je pensais qu'avec cette personne, j'allais vers le bien, j'essayais de progresser, de devenir meilleur, et je me rends compte qu'en fait, la personne en face est dans une amitié d'utilité ou de plaisir. Qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est sa petite personne, et qu'elle n'a pas ce désir, comme moi, de progresser ensemble, de mettre notre amitié dans une cause commune qui est de devenir meilleur. Dans ce cas-là, soit je peux essayer de changer un petit peu, de lui expliquer, soit, nous dit Aristote, il ne serait pas idiot de remettre un petit peu les choses en place. Deuxième cas de figure, si mon ami, j'avais une vraie amitié, mais mon ami devient vicieux. Il change d'un coup et il commence à faire des bêtises et son âme part et je ne sais pas quoi faire. Alors Aristote, alors que Jésus n'est pas encore arrivé, Aristote dit, alors ne rompons pas tout de suite, on a quand même un devoir d'essayer de rendre cet homme meilleur. C'était mon ami, il faut que je fasse tout ce que je peux pour le ramener dans sa première voie qui était d'aller vers la vertu. Mais s'il persiste, s'il continue et que je n'arrive rien à faire, il faut abandonner ce genre d'amitié. On est sur quelque chose là de très théorique, c'est même assez confortable quand on lit Aristote, c'est toujours très, très neutre, très bien, très propre, et ça sent plutôt bon, on est bien. Mais on se dit peut-être qu'il y a quelque chose de sentimental, d'émotionnel qu'on peut ressentir dans l'amitié qui n'est pas très présent. Je pense que c'est bon en un sens que ce ne soit pas présent, ça nous donne vraiment le fondement, l'armature de l'amitié. Mais chez d'autres auteurs, on trouvera quelque chose d'un peu plus profond. Chez Augustin, par exemple, sur la nécessité de la présence de l'ami, il y a ce très beau texte dans les Confessions. Augustin décrit une grande amitié, et d'un coup, cet ami meurt, et il meurt assez jeune. Je cite Augustin. « Voilà mon cœur de ténèbres. Tout ce que je voyais n'était plus que mort, et la patrie m'était un supplice, et la maison paternelle une désolation singulière. Tous les témoignages de mon commerce avec lui, cet ami, étaient pour moi sans lui un cruel martyre. Mes yeux le demandaient partout, et il m'était refusé, et tout m'était odieux, parce que tout était vide de lui, et que rien ne pouvait plus me dire « Il vient, le voici ». Rien ne pouvait plus me dire « Il vient, le voici ». Ainsi, c'est ma compréhension du monde, comment je vois le monde, va changer par cette amitié. Chaque situation de ma vie a une couleur particulière parce qu'elle est vécue avec tel ou tel ami. Et le fait qu'il ne soit plus là, en l'occurrence, change mon rapport au monde. Augustin continue et dit « Je devins pour moi-même, en moi-même, une grande énigme. Je devins pour moi-même une grande énigme. L'ami m'aide à une meilleure connaissance de soi. » Ça, Aristote en parlait déjà, soyons honnêtes. Il dit que l'ami est comme le miroir de l'âme, un autre moi-même dans lequel je me vois plus clairement. Ça, c'est assez profond.
vous voulez vraiment évoluer, vous voulez vous connaître davantage, apprenez à vous regarder dans le miroir de vos amis, qui ont sur vous, c'est assez surprenant quand on s'en rend compte, mais pas exactement le même regard qu'on a sur soi-même. Ça peut être assez humiliant, parce qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues, mais ces amitiés fortes nous permettent d'évoluer nous-mêmes et de grandir. Donc chez Aristote, c'est assez clair, c'est assez synthétique. Et chez Augustin, il y a quelque chose de plus intime, de plus profond, d'une union des âmes un peu plus proche. Chez Cicéron, nous trouvons l'idée que l'amitié est l'union, la fusion totale entre deux âmes. Je trouve ça personnellement un petit peu dangereux, c'est un terrain un peu glissant, mais il en parle. Et chez Montaigne, comme je vous ai tous spammé ce matin, il y a ce texte très beau, et cependant non sans ambiguïté, mais que je vous lis. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. Donc, regard sur ce qu'on dit généralement de l'amitié. En l'amitié de quoi je parle, les âmes se mêlent et se confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ce qui distinguait les âmes est comme une couture qui disparaît au fur et à mesure que l'amitié grandit. Et là, la question arrive. Là, la question doit être là. Est-ce qu'une fille et un garçon peuvent se livrer dans un tel commerce d'amitié, aussi proche, sans que se pose du tout la question d'un don plus complet, plus total, et qui ne pourra se réaliser que dans une amitié conjugale? C'est une vraie question. Donc j'espère que celui qui n'était pas très chaud sur le sujet et qui écoutera la conférence, vu qu'il est quand même intéressé, a à présent un petit doute sur sa première assertion. Il faut, à mon sens, distinguer certaines étapes de la vie. Il y a d'abord l'étape de la fondation de la personne. J'ai dit grosso modo entre 15 et 20 ans. Après, ça dépend de chacun. C'est là où l'amitié est plutôt ce deuxième cercle, l'amitié comme groupe d'amis. On a beaucoup d'amis, filles, garçons, et ça ne semble pas poser trop de problèmes. Ensuite, 20-25 ans. Je crois que vous pouvez vous sentir un peu concerné, c'est l'époque des grands choix. C'est le moment où je vais décider de toute ma vie. C'est le moment où je ne dois pas trop me planter. Puis-je avoir une amitié profonde fille-garçon sans que se pose la question d'aller plus loin dans cette période bénie dans laquelle vous êtes et où je ne suis plus depuis 4 gros mois. J'ai 25 ans, je suis engagé, je suis fiancé, je suis marié, je suis religieux. Une amitié fille-garçon naît. Est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce que je dois faire? Même à 40 ans, après 20, 15 ans de mariage, bien, parfait, tout va bien, je me dis, ça y est, c'est quand même assez cossu ce qui se passe, je suis solide. Et bien, je commence à avoir une belle amitié avec telle femme d'un autre ami marié, aussi un couple qui va très bien, on parle de littérature, c'est super, on parle de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là quelque chose qui n'est pas tout à fait installé? Donc, l'amitié fille-garçon, ce sera la thèse de ce soir, est absolument nécessaire et profondément délicate, voire parfois impossible. Non, pas impossible, mais il faudra faire très attention. C'est bien le groupe mission, hein, parce que vous voulez une réponse qui fait soit oui, soit non, puis on vous fait toujours un truc comme ça. Voilà. Vous avez ça, vous avez le contraire. Bon après-midi. Donc, première fausse conception, la négation totale de la différence sexuelle. Ça me frappait toujours quand j'étais au lycée, même en tant que lycéen, et ça me frappe encore plus quand je vais dans un lycée en tant que plus lycéen, et que vous voyez ces sortes de tas de corps au milieu des pelouses, où les gens sont emmêlés d'une façon tout à fait naturelle, dont ils ont l'habitude, et cet emmêlement peut changer, où telle fille peut être très proche d'un autre garçon, puis d'un autre, et il n'y a aucune ambiguïté, tout le monde est là, c'est merveilleux. Et quand quelqu'un fait un petit commentaire, on a ce développement philosophique profond. Ah non, mais ça va. Il n'y a pas de problème. On se connaît, ça va, on est bien.
Et quand vous êtes en habit, on vous dit tout de suite, ouais, c'est l'Église, c'est machin, c'est la négation, vous ne connaissez rien, on est revenu au jansénisme. Eh bien, l'Église ne nous dit pas, premièrement, ce que vous faites est interdit, c'est pas bien, c'est mal. Et au contraire, elle nous dit, mais c'est fait pour, faites attention. Je vous lis le numéro 371 du catéchisme, dans la partie Dieu crée l'homme et la femme. Créés ensemble, l'homme et la femme sont voulus par Dieu l'un pour l'autre. La parole de Dieu nous le fait entendre par divers traits du texte sacré. Nous sommes dans la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Aucun des animaux ne peut être ce vis-à-vis de l'homme. La femme que Dieu façonne de la côte tirée de l'homme et qu'il amène à l'homme provoque de la part de l'homme un cri d'admiration, une exclamation d'amour et de communion. C'est l'eau de mes eaux, la chair de ma chair. L'homme découvre la femme comme un autre moi de la même humanité. On retrouve cet autre moi-même dont on parlait dans cette amitié si proche. Un autre moi. Donc dès le début de la Genèse, on est au début, vraiment c'est pratique la Genèse. Vous avez dans les 5-6 premières pages, Dieu crée le monde. Ensuite Dieu crée l'homme à la femme et la femme tel qu'on nous le raconte ici. Et le serpent arrive, boum, péché originel, la concupiscence, le péché, tout ça. Donc en 6 pages, vous avez les 3 grandes questions. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi le mal existe? Et comment on fait les bébés, pour résumer. Vous avez ces 3 interrogations profondes, directes. Lisez la Genèse, ça vous servira toujours. Le catéchisme continue. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Non pas que Dieu ne les aurait faits qu'à moitié et incomplets. Il les a créés pour une communion de personnes, en laquelle chacun peut être aide pour l'autre, parce qu'ils sont à la fois égaux en tant que personnes et complémentaires en tant que masculin et féminin. Dans le mariage, Dieu les unit de manière que, en formant une seule chair, ils puissent transmettre la vie humaine. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. En transmettant à leurs descendants la vie humaine, l'homme et la femme, comme époux et parents, coopèrent d'une façon unique à l'œuvre du Créateur. Et là, le catéchisme passe à un autre sujet. Donc quand il dit homme et femme, il les créa, c'est tout de suite le couple, c'est tout de suite le mariage, c'est tout de suite les enfants. Et il n'y a pas un grand développement sur l'amitié fille-garçon qui suit derrière. Donc on ne peut pas nier cette différence sexuelle, même avec des grands arguments, ça va, c'est bon, et se livrer totalement en amitié sans en tenir compte. C'est un projet de Dieu. L'homme est fait pour la femme, c'est un projet de Dieu. L'essentiel de la morale sexuelle de l'Église n'est donc pas une liste d'interdits, mais un regard vrai sur cette immense beauté de l'amour que Dieu a voulu en créant l'homme, homme, et la femme, femme. Ce que l'on fait en amitié ressemble beaucoup finalement à l'acte sexuel. Calmons-nous. En un sens précis, où on livre son âme à l'autre. Et quand vous lisez un petit peu la théologie du corps de Jean-Paul II, ce que je n'ai pas fait en extension, parce que c'est un nombre de textes énorme, mais vous trouvez des extraits facilement, il y a ce thème de se livrer à l'autre. C'est très central. L'homme se livre, la femme se livre. L'homme et la femme sont faits pour se donner. On est homme vraiment quand on a su se donner. Et donc si je livre une partie de mon âme, si je donne à l'autre un regard sur mon âme, avec mes difficultés, mes soucis, mes problèmes, ma vie, vraiment les choses profondes, je crée quand même cette communion d'âme, je me livre, et je me mets en situation d'aller un peu plus loin. Donc soit je me dis que c'est parfaitement un commerce de l'âme pure, et que je ne suis pas du tout attaché à mon corps, que tout va bien, que je gère, soit j'adopte ce superbe principe d'action de la sagesse paysanne, il ne faut pas mettre la paille trop près du feu. Trop près du feu, pour ceux qui notent, retenons ce principe. Je reviens maintenant un peu plus en détail sur ces 3 périodes de fondation, de grands choix et ensuite d'engagement. L'époque de fondation, 15-20 ans, les temps de l'amitié vraiment nécessaire. C'est le temps où la fille va apprendre à être fille, le garçon, garçon. Je vais vous apprendre une chose formidable. En plus de cette différence sexuelle que nous avons déjà mentionnée, il y a des différences profondes entre les filles et les garçons psychologiques. Vous en êtes trop
conscient, mettons quand même quelques mots dessus. Parlons d'abord des filles. La fille est affective, la fille est sentimentale. Aïe, petite parenthèse, je remercie beaucoup les bons abbés Grosjean, Potet et autres Sonnet qui ont beaucoup écrit là-dessus et qui nous donnent un matériau formidable. N'hésitez pas, si vous voulez approfondir un peu, Aimer en vérité de l'abbé Grosjean, ça se lit en grosseur, ça s'écoute en 1h30. Allez-y, Padre Blog, tout est disponible. Donc la fille est affective, elle est sentimentale, elle veut se sentir aimée, elle veut se sentir cajolée, comprise, choyée. La fille est surtout, aux yeux du garçon, excessivement compliquée. Elle vit dans le rêve, elle vit dans la projection du prince charmant, soit toujours il faut que ce soit comme ça, soit toujours dans le souvenir, mais c'était mieux avant, jamais là où on veut, nous, parce qu'on est comme ça, c'est maintenant. Non, elle est toujours ailleurs, c'est embêtant, on n'y comprend rien. La fille a aussi une crainte de ne pas se sentir choisie, considérée, reconnue, aimée, c'est profond. Elle va chercher souvent à se rassurer. C'est là où on entre dans un des aspects délicats des relations fille-garçon à cet âge-là, puisque la fille va se rassurer en étant sûre qu'elle plaît. Ça va lui donner cette certitude. Prenons un exemple excessivement pratique qui se passe dans la salle au-dessus de chez nous. Cet exemple est totalement hypothétique, puisque tous les acteurs du fait réel qui le sous-tendent sont là. Je ne fais que projeter un petit peu. Une jeune fille rentre dans la bibliothèque du couvent des Dominicains. Alors, s'il n'y a que le frère qui est là pour observer, il est un peu assimilé à un pot de fleurs, c'est dans le paysage. Il y a les bouquins, il y a le frère, c'est normal. Donc là, elle rentre, elle va s'asseoir à sa table, elle fait sa psycho, ou des matières de fille, des choses bien. Là, c'est normal, on va d'un point A à un point B. Deuxième configuration. Il y a un garçon ici, un autre là, et un troisième dans le coin. Là, quand la fille ouvre la porte, elle a une sorte de vision totale hollywoodienne de tous les différents plans de caméra constitués par le regard de chaque garçon. Et là, en un seul acte d'intelligence, elle connaît parfaitement le chemin qu'elle doit faire pour arriver à sa place en étant sûre de bien s'être débrouillée. Non pas pour s'exposer totalement, c'est pas ça, mesdemoiselles, on vous connaît, mais quand même, elle sait très bien comment on la voit quand elle va s'asseoir. Et elle fait ça d'un naturel, tout à fait détendu. Je ne parle que de fait observer. Et elle arrive, elle s'assoit tranquillement. La différence est légère, mais quand on n'a pas envie de travailler sa philo et qu'on regarde, c'est très amusant quand on est dans le coin et qu'on regarde. Ne vous inquiétez pas, les garçons en prennent pour leur grade dans le coin juste après. Ça reste dans le mignon, dans le charmant. Il peut y avoir pire. Il peut y avoir le danger de l'allumeuse. Parce que l'allumeuse n'a pas forcément conscience qu'elle allume. Et chez le garçon, ça peut être très perturbant. Une fille qui voulait juste se rassurer tranquillement, juste comme ça, peut finalement blesser profondément tel ou tel garçon. Que peut faire le garçon pour aider par son amitié sincère, désintéressée, à grandir la fille? Il va lui faire comprendre qu'elle est aimée, qu'elle doit être aimée pour quelque chose de plus profond. On peut aider une jeune fille à avoir un juste usage de son corps qui soit ni totalement asexué, ni sexuel. Le garçon, par une attitude franche, honnête, peut lui faire comprendre qu'elle n'est pas là pour séduire, que ce n'est pas que ça qui l'intéresse, même s'il le dit devant ses copains, parce que ça le fait un petit peu mousser, et qu'au fond, il est à la recherche, lui aussi, d'un grand amour, d'un amour sentimental, d'un don de lui-même à l'autre. Une amitié désintéressée peut donc aider cette jeune fille à grandir. Le garçon. Le garçon est peut-être plus marqué par la dimension charnelle, par l'importance du moment présent. Il n'est pas forcément dans la projection, il aime le concret. Le garçon est surtout, aux yeux des filles, atrocement paresseux, mou. Il fait rien tout seul, impossible de se mettre au travail. Il est là, le garçon. On retourne dans notre bibliothèque. Parce que avant que la jeune fille soit entrée et ait fait son truc Hollywood, les garçons étaient déjà là, le frère aussi, dans le coin. Ils voyaient ces garçons travailler, c'est-à-dire être à leur bureau avec, pour ceux qui ont plein de bureaux là, qui fonctionnent dans tous les sens, un avec une page Facebook, un avec 2 vidéos YouTube en même temps, et puis ensuite un papier avec soit un exercice de maths, soit un sujet de philo. Ça, tout le monde est à égalité. Et d'un coup, la jeune fille rentre. Et là, il y a une sorte de mouvement naturel du corps qui se redresse,
paf, on retombe sur son sujet, et ce sujet de philosophie devient la chose la plus importante qui existe. Il y a une sorte de mission divine, il faut que je réfléchisse et que je montre que je travaille. Et donc là, évidemment, mademoiselle a eu le temps de faire son calcul et d'arriver. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Écoute, je réfléchis sur la dignité de la morale, de la vertu, ça me passionne. Voilà. Mais finalement, c'est assez simple quand on a un peu lu, ça se fait très bien. Et par cet exemple un peu bête, vous pouvez quand même voir que la fille donne un objectif au garçon, qui va sortir de cette paresse et qui va aller vers quelque chose de bien. Encore une fois, on peut toucher des sujets beaucoup moins légers avec ça. Vous ignorez peut-être, mais je pense que vous n'ignorez pas, mesdemoiselles, qu'il y a une période dans la vie du garçon qui va être un véritable combat, un combat pour la pureté, où le garçon va essayer de gérer, de comprendre toutes les choses qui se passent en lui, où même les garçons les meilleurs peuvent se voir, avoir un regard sur eux-mêmes, ils se voient accros à des choses pas formidables. Le regard d'amitié d'une jeune fille, à ce moment, peut tout changer. De même qu'il se tourne d'un coup vers son sujet de maths ou de philo, de même qu'il peut avoir ce choc dans le regard honnête, franc, juste, bien, sans ambiguïté de la jeune fille, de se dire « Tiens, moi, je vais aller là. Je finis d'être un cracra et je veux devenir quelqu'un de formidable qui peut aimer une femme, qui peut être aimé par une femme. » La jeune fille fait ainsi grandir le garçon en force, le sort de sa mollesse et lui apprend à être un homme. Un homme qui sait se garder pour mieux se donner. Pour ceux qui notent, je le redis, un homme qui sait se garder pour mieux se donner. Le garçon, grâce à une amitié avec une jeune fille, peut apprendre à dire non. Et une fois qu'il aura bien appris à dire non, il pourra dire oui. C'est un des grands thèmes de l'abbé Grosjean. Il faut d'abord poser de nombreux non pour ensuite pouvoir dire un vrai oui. La jeune fille est donc éducatrice du cœur du garçon si elle lui propose cette amitié chaleureuse, sans chichi, voilà, sans truc caché, on ne comprend rien, on ne sait pas trop si on se juge, si on ne se juge pas, si on se regarde. Net, propre, bien, sympa. Cette période de fondation doit être donc non pas totalement absente de la complémentarité homme-femme, mais elle doit être sans ambiguïté. Dans l'abbé Grosjean, il parle d'un groupe d'amis qu'il avait, lui. Ils avaient une règle tacite, même non pas tacite du tout, enfin exprimée, mais pas forcément marquée sur tout le monde, on le lisait partout, no flirt. No flirt. Dans leur groupe à eux, c'était dit, c'était des amitiés totalement désintéressées, et ça les a tous fait grandir. Je finis par une petite citation du catéchisme sur la chasteté. J'ai regardé, le catéchisme parle assez peu d'amitié. 2 fois, il en parle une fois dans la chasteté. La vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle indique aux disciples comment suivre et imiter celui qui nous a choisis comme ses propres amis, Jésus. La chasteté est promesse d'immortalité. Elle s'exprime notamment dans l'amitié pour le prochain, développée entre personnes de même sexe ou de sexes différents. L'amitié représente un grand bien pour tous. Elle conduit à la communion spirituelle. Deuxième période, donc, l'époque des choix, l'époque dans laquelle vous êtes tous. La croissance est à peu près faite. On s'imagine qu'on est à peu près un garçon, à peu près une fille. En tout cas, j'espère que ça va l'air plutôt pas trop mal. Et on commence à se demander sérieusement ce qu'on va faire dans sa vie. L'engagement sérieux approche, la pression familiale est à son comble, les autres se sont engagés, maman regarde, papa appelle tous les week-ends, alors il y a quelqu'un. Grande erreur serait de se dire que cette période, qu'avant cela, avant d'en être à cette question-là, tout est permis. Finalement, vu que ça n'est pas définitif, vu qu'il n'y a pas d'engagement, entre 15 et 25 ans, je fais ce que je veux, puis après, je me déciderai. Autre grand thème de l'abbé Grosjean, on est, à 25 ans, la personne que l'on a été dans les 10 années précédentes. Tout ce que vous faites entre 15 et 25 ans contribue à la personne que vous êtes à 25 ans. Les chiffres peuvent varier selon les personnes, ce n'est pas forcément fixe, d'où mon confort et mon recul immense avec ces 4 mois qui me séparent de mes 25 ans, pour vous dire que c'est là qu'on se construit. Qu'en est-il de l'amitié fille-garçon dans cette période de choix ? À noter, on ne tombe pas ami
comme on tombe amoureux. Tomber amoureux, c'est de l'ordre du ressenti, du sentiment. L'amitié, c'est de l'ordre du choix. Un choix qui repose sur la connaissance de l'autre. Un mariage ne durera pas très longtemps s'il se base uniquement sur ce sentiment amoureux et pas sur ce choix de l'amitié. Ça durera un petit peu, pendant 3 ans, il n'y aura aucun problème. 3 ans, c'est la période que pas forcément les conférenciers cathos et les accompagnateurs de mariage disent, mais même les sociologues, les médecins vous diront, voilà, les couples qu'on voit, il y a 3 ans, c'est assez fixe, c'est l'amour fou, tout va bien, il ne peut rien leur arriver, et puis d'un coup, cet amour-là, premier, disparaît, et il faut remplacer par quelque chose de plus solide, ou il faut que ce quelque chose de plus solide soit déjà là et soutienne le tout. Après ces 3 ans de mariage où tout allait bien, où tout est formidable, tout est fleuri, on peut tout accepter. Les choses vraiment terribles. Mon papa, quand j'étais petit, me disait toujours, la femme que tu vas épouser, regarde d'abord toutes les choses qui vont t'énerver une fois que ce sera après 10-15 ans de mariage. Si elle mange sa salade la bouche ouverte, si elle se mouche en faisant du bruit, toutes ces choses-là, c'est très important. Non pas pour regarder ce qui ne va pas, mais pour être sûr que ça tiendra. Comme ça, on n'est pas étonné. Hein. Donc on regarde bien tout ce qui est énervant, et après, on s'engage, en étant sûr que c'est bon, ce sera basé sur mon amour pour elle, que j'irai plus loin. Ce ne sera pas juste les petits picotements de l'âme qui font que c'est tellement charmant cette salade qui dépasse comme ça. C'est merveilleux. Tout mariage durable s'appuie sur une amitié profonde. Tant que je suis dans le ressenti, je suis dans le sentiment amoureux, pas dans le véritable amour. Si ce ressenti s'arrête et que je n'ai pas trouvé en ma femme ce bien à aimer pour lui-même, dont on parlait en première partie, mon mariage va avoir une grosse épreuve. Ce sera peut-être possible de le fonder à ce moment-là, mais autant développer ces amitiés filles-garçons avant, et autant que cette amitié soit présente quand on se marie. C'est, je pense, pas toujours le cas. Des gens qui sont préparés au mariage peut-être un peu trop rapidement, par un curé qui a 15 000 demandes, ils ont l'air sur d'eux, ça se sent plutôt bien, la famille est catho des deux côtés, et pourtant ils étaient que sur un sentiment amoureux. Et on a réussi ensuite peut-être à fonder un petit peu plus profondément. Mais fondons en premier, c'est plus simple. Le père Potet a cette image un petit peu brutale, mais qui parlera aux garçons et surtout aux ingénieurs. L'amitié est à l'amour ce que l'armature est au béton armé. Un tremblement de terre, et c'est fini pour un immeuble qui est juste en béton brut, sans ces beaux coffrages en métal grillaché. C'est des belles images, mesdemoiselles, ça vous parle. Il faut se structurer, il faut se fonder en amitié. Bien sûr, il est préférable de conserver en plus ce sentiment amoureux. On n'est pas là juste uniquement pour être dans le pur intellect, j'aime ça, dans la vertu. Non, il y a ce sentiment amoureux qui est la vie du couple. Mais, si je reste dans cette superbe métaphore du génie civil, le sentiment amoureux est plutôt comme un coup de peinture fraîche qui fait que le bâtiment est beau, sent bon, on a envie d'y aller. Mais ce qui donne au bâtiment sa solidité, ça n'est pas ce premier aspect extérieur reluisant où tout semble bien aller, mais c'est cette amitié profonde dans la fondation qui fonde le mariage. Il y a donc l'importance de la connaissance mutuelle avant le mariage. Il faut connaître l'autre. Il faut le connaître par la discussion, par l'échange, par le partage de ce qu'il y a de plus intime, bref, par une vraie amitié. On vous l'a dit dans la conférence sur les fiançailles, tout ce chemin doit se faire avant le mariage. Et en principe, ce chemin-là ne doit pas se faire sur l'oreiller. Ce n'est pas l'endroit pour apprendre à se connaître en principe. C'est dans une amitié, il faut apprendre déjà fiancé à se connaître l'un l'autre par le discours, par des questions, des discussions profondes qui seront sans doute très agaçantes, souvent, mais qui fonderont ce qui sera plus tard le lien de notre mariage. Ce dévoilement de l'âme, dans une vraie et sincère amitié, me prépare à une union plus intime. En me livrant petit à petit à ma fiancée, je me prépare à me livrer tout entier à ma femme, corps et âme, le jour de mon mariage, le soir de ma nuit de noces. Et là, c'est formidable. Enfin, c'est ce qu'on raconte. C'est l'inverse absolu de ce que la société vous propose. Pour la société, pour beaucoup de gens autour de vous, se connaître, c'est d'abord s'essayer,
pour être sûr que ça se passera bien plus tard. Or, une fois qu'on s'est essayé, on a besoin quand même que notre relation se fonde sur quelque chose de plus profond. C'est sans doute pour ça que beaucoup de mariages ont de la peine à tenir, parce que ce fondement n'était pas là avant, et qu'on s'est marié, on s'est fondé sur quelque chose qui vient après, qui vient concrétiser ce qui fait le fond du mariage. Mais revenons au moment où nous n'en sommes qu'à l'amitié. Si cette amitié est là, stable, installée, où le garçon aime la fille pour ce qu'elle est, où la fille aime le garçon pour ce qu'il est, pas pour le ressenti, pas pour l'émotion, pas pour le sentiment, pas pour la projection idéale de moi-même sur l'autre. En fait, on est trop amis, mais je m'adore à travers l'autre. Là, dans cette vraie amitié, il y a toutes les chances, à cet âge-là, pour qu'elle évolue vers une relation amoureuse. Dirons-nous donc que cette amitié est risquée, dangereuse, qu'il ne faudrait pas s'y engager? Non. Si un mariage chrétien durable doit se fonder sur ce genre d'amitié, voyons-la plutôt comme une opportunité, comme la merveilleuse opportunité d'un mariage réussi. Donc même si toute amitié vraiment sérieuse, vraiment profonde, je ne parle pas du deuxième cercle d'amis, où là, a priori, il peut se passer des choses tout à fait plus extérieures, on n'a pas ce commerce intime de l'âme. Dans cette amitié très profonde entre filles et garçons, il y a cette possibilité très belle, très bonne, qu'elle débouche sur une relation amoureuse et peut-être sur un mariage. Et c'est très bien comme ça. Ce sera beaucoup plus beau de raconter à ses enfants une telle histoire. Voilà, papa et maman, mon chéri, se sont rencontrés après une longue amitié. Enfin, je vous prends l'exemple de mes parents parce que c'est trop mignon, qui se sont rencontrés à 14 ans à l'école et qui ont été amis, mais vraiment amis, jusqu'à leurs 25 ans, tout en ayant eu des petits amis, voire des fiancés, non, plutôt un fiancé. Voilà, il y a cette amitié qui était toujours là, et puis un jour, voilà, cette amitié est allée plus loin, et c'est devenu un mariage. Un beau mariage. Donc ce sera mieux de... Moi, je suis content que mes parents aient pu me raconter ça comme ça, plutôt que, tu sais, ma chérie, ce qui s'est passé, c'est très amusant. Alors, papa a pécho maman, après le mariage d'oncle Adrien, mais c'est un mariage très bien, hein, avec que des gens très cathos, c'était formidable, des bonnes familles, et après, on est sortis ensemble, et après, on s'est mariés, c'était formidable, c'était très bien. Ça peut marcher, très bien comme ça aussi, mais pourquoi pas faire les choses dans le premier ordre. Alors, comment faire pour que les choses se passent bien dans cet ordre-là et de ne pas anticiper les choses? Je prends les 3 conseils du Père Potet, qui sont aussi les 3 conseils de l'abbé Grosjean, qui sont donc aussi les 3 conseils du groupe Mission ce soir. Pas trop tôt, pas trop vite et pas trop près. Plein de sagesse. Commençons par pas trop tôt. J'ai 18 ans. Avec cette jeune fille, ça y est, je suis totalement amoureux, j'en suis sûr, c'est elle, c'est la femme de ma vie, il n'y a plus aucun risque, je peux y aller. Peut-être qu'il faudrait prendre un peu son temps. À 18 ans, je ne suis peut-être pas totalement construit, je peux me donner un peu de temps pour me construire. Mais alors, que faire? Puisque je le ressens, c'est formidable, c'est honnête, c'est frais, c'est sincère, c'est au fond de moi. Restons dans ce groupe, ce deuxième cercle, cette amitié plus large, un peu plus distante. Prenons le temps de discerner. Pour le garçon, il faudra apprendre à se décider, à poser ce oui. Pour la jeune fille, il faudra plutôt apprendre à patienter, à retenir un peu ce oui qui veut sortir tout de suite. C'est lui, c'est sûr. C'est peut-être pas lui, c'est peut-être en fait moi, quand j'ai 18 ans et que j'ai l'impression d'être totalement amoureux. Est-ce que c'est vraiment lui que j'aime ou est-ce que c'est moi? Et est-ce que c'est vraiment sûr à cet âge-là? Profitons donc du temps de la jeunesse et des amitiés gratuites. Une vraie amitié fille-garçon à cet âge-là peut m'aider à y voir plus clair. Ensuite, pas trop vite. Saint Paul nous dit dans l'hymne à la charité, 1 Corinthiens 13, « L'amour prend patience. L'amour prend patience. Quand je passe du sentiment amoureux au choix d'aimer, je construis un bâtiment. » Je sens que cette conférence est faite par un garçon, dis donc, c'est costaud cette image du bâtiment. Je suis pas sur une optique, je clique pas, je m'engage pas. C'est quelque chose qui prend son temps et qui se construit. On est dans une culture qui ne réfléchit pas tellement comme ça. Aujourd'hui, quand vous envoyez un mail, vous attendez la réponse en regardant votre écran, et si elle n'est pas arrivée en 20 minutes, c'est très étonnant. Ceux qui sont à la chorale du groupe Mission savent que je tombe droit dans ce problème où moi j'envoie 15 000 trucs par jour en étant sûr que tout le monde va me répondre tout de suite.
Et voilà, c'est quelque chose de famille. Mon papa, professionnellement, ne parle plus à quelqu'un qui ne lui a pas répondu pendant 24 heures, enfin, avant 24 heures. C'est même pas la peine, il n'est pas motivé, tant pis. Cette culture de l'immédiateté est présente aussi dans les relations affectives. Les choses se passent vite, très vite. Ça se passe vite dans les films que je vois au cinéma. Ça se passe encore plus vite dans les films interdits qui ne passent pas au cinéma ou pas dans tous les cinémas. Ça se passe très vite chez mes amis de la fac, ça se passe très vite dans mon club de rugby, ça se passe très vite chez beaucoup de gens. Pourquoi ça ne se passerait pas vite chez moi ? Eh bien parce que le Seigneur nous demande de faire autrement. Le Seigneur nous demande de construire cette amitié, fille-garçon, même s'il y a ce sentiment amoureux qui semble être déjà là. C'est respecter l'autre, de construire, d'aimer ce qu'il est en vérité. C'est se garder de faire des bêtises trop vite. Et on ne parle pas que du sexuel, même du geste affectif trop vite posé. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire trop vite. Peut-être qu'il ne faut pas dire certaines paroles trop vite. Je tombe amoureux d'une jeune fille, je ne sais pas trop comment, ni quoi, ni quand lui dire. Peut-être que je n'ai pas besoin de lui dire tout de suite. Nous partons cet été au JMJ avec un certain nombre d'entre vous. Est-ce qu'après 6 jours de prière intense, je suis absolument prêt à dire à cette jeune fille que je ne connaissais pas avant de prendre l'avion, que je suis totalement amoureux d'elle et que je veux faire ma vie avec elle? C'est peut-être rapide, 6 jours, même si le pape François prie pour vous juste devant. C'est soudain. 3e conseil, pas trop près. L'Église n'a pas de mépris pour ce qui est corporel. J'espère que vous en êtes convaincus. C'est au contraire au centre de son enseignement. Faire tout trop vite ne me permet pas d'honorer la beauté que Dieu nous propose dans l'amour. Jean-Paul II nous dit que le geste de notre corps doit être le reflet de notre cœur. On déchire quelque chose lorsque 2 corps se donnent, alors que les 2 cœurs ne se sont pas choisis. Donc la pureté à laquelle nous aspirons ne se trouve pas dans un refoulement total, dans une continence héroïque, mais dans une intégration réussie de nos pulsions. Et avoir des amitiés profondes, et des amitiés filles-garçons profondes, aide à cela. Nous l'avons lu dans le catéchisme. Nos amitiés peuvent donc nous aider à rester purs et à apprendre la chasteté. Vous avez une chance folle, je trouve, d'avoir autour de vous pas mal de gens qui ont, ou en tout cas disent avoir, ce même idéal de pureté, cet idéal de vie chrétienne. Il y a beaucoup de jeunes qui ont eu des cheminements de foi dans des contextes ecclésiaux différents, qui n'ont pas eu cette chance, croyez-moi. Donc profitez-en, bâtissez entre vous de vraies amitiés qui vous font grandir et qui vous protègent. Bien, vous allez me dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il nous a fait le frère? Là, on parle d'amitié fille-garçon et d'un coup, boum, il nous fait un cours de morale sexuelle alors qu'on ne lui a rien demandé. C'est bien parce qu'à cet âge-là de grand choix, tout peut se passer très vite. Plus vite sans doute qu'on le croit, et ce qui semblait être une amitié tout à fait désintéressée, vertueuse, profonde, simple, se transforme du jour au lendemain en relation amoureuse. Point important, elle ne se transforme pas en même temps chez le garçon ou chez la fille. Il faut en avoir conscience, que vous pouvez être dans une amitié qui vous semble parfaitement désintéressée, vertueuse, pure, alors qu'en face, le garçon ou la fille en bave depuis 1 an et demi, 2 ans, et c'est pas trop comment vous le dire. Donc, autant être prévenu à l'avance et bien être attentif et appliquer bien ces 3 conseils de sagesse. Pas trop vite, pas trop tôt, pas trop près. Il présuppose une vertu centrale qui est l'humilité. Mon maître des novices nous disait très sagement, « Tu veux être chaste, sois humble. » Faire la vérité sur soi-même, sur là où on en est. Savoir ses limites, savoir ce dont on est capable, savoir ce dont on n'est pas capable, voilà des éléments importants pour grandir en chasteté. Ne pas présumer de ses forces et avoir un regard de vérité sur soi-même, sur ses faiblesses. Enfin, si, malgré ces sages conseils, dérapage il y a, important ne jamais désespérer. La divine miséricorde est infinie. Nous en sommes dans un beau jubilé. Rien n'est aux yeux du Seigneur, rien n'est jamais
définitivement gâché. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. C'est beau ça quand même. Il y a des moments, il y a des phrases qui tombent comme ça, on se dit qu'on est bien quand on est chrétien quand même. Il y a des belles choses dans l'Évangile. Et il faut se les répéter, il faut se faire du bien. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Faisons confiance à Dieu, faisons confiance en l'Église. Enfin, troisième époque, l'époque des gens déjà engagés, des gens mariés. Je passe un peu plus vite, vous n'y êtes pas encore, il y en a peut-être certains parmi vous qui y sont déjà, je pense une minorité. Et c'est là où l'amitié fille-garçon va devenir quand même un petit peu ambigu. Il va falloir être prudent. Et je pense que les couples aujourd'hui préparés et les couples qui ont tenu dans le mariage sont assez conscients de cette prudence. Je suis marié, ma meilleure amie, c'est ma femme, c'est évident. C'est avec elle que j'ai le partage le plus intime, c'est avec elle que je partage mes difficultés profondes. Ce ne doit pas être avec la femme de mon voisin, même si je me dis que c'est très chaste et qu'on s'entend très bien parce qu'on a peut-être les mêmes goûts, plus que je pourrais avoir avec ma femme. Je suis marié, je dois donc privilégier des amitiés de couple. J'ai eu un petit débat en parlant de ça avec mon papa, qui me dit « Mais non, mais enfin, faut pas non plus être enfermé. Moi, j'avais de très bonnes amies filles avant mon mariage, que j'ai pu continuer à voir après, ça pose pas de problème, c'est même des amis de ta mère aussi, tout va bien. » Et en creusant un petit peu, je me demande « Mais ça serait quand même étonnant d'aller à un dîner tout seul avec telle femme qui est aussi mariée. » Et là, il m'arrête, mais pourquoi un dîner ? Mais non, pas un dîner, je ne vais pas aller dîner avec une autre femme si ta mère n'est pas là. Je dis, voilà. Et il me dit, mais non, un déjeuner tous les 6 mois, enfin sympa, quoi. Je dis, d'accord. Donc il y a cette prudence de l'homme marié qui peut avoir une amitié avec une autre femme que la sienne, mais qui sera, dans la pratique, soft. Ce ne sera pas des grandes conversations fréquentes sur les émois profonds de son âme. Donc un déjeuner tous les 6 mois, ça peut être peut-être tous les 3 mois, ça j'ai pas fait un calcul profond, mais cette prudence doit se faire dès le début du mariage. Ça j'en parlais avec un couple plus fraîchement marié sur le parvis dimanche, qui nous disait, voilà, dès le début, dès que quelque chose se parle, voilà, on en parle ensemble, il y a cette relation qui grandit un petit peu, qu'elle soit une relation du couple, qu'elle soit une amitié du couple. Ma meilleure amie, c'est ma femme, mon meilleur ami, c'est mon mari. De même, si je suis religieux, si je suis prêtre, je vais être, en principe, par la nature des choses, prudent. Parce qu'une vraie amitié, une amitié de vertu, doit me conduire, m'affirmer dans le chemin qui est le mien. Elle doit me rendre, me laisser dans la vérité, elle doit me faire progresser. Et donc, si je suis religieux, prêtre, fiancé, marié, une amitié ne peut pas me détourner du chemin de sainteté qui est déjà le mien. Elle doit y participer. Si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème. Pour conclure, je vais vous donner un moyen absolument infaillible pour vivre de bonnes amitiés et de bonnes amitiés filles-garçons. Alors, on note. Devenir un saint. Devenir une sainte. C'est facile. Conformer totalement sa vie au Christ. Nous avons parlé ce soir de valeurs profondes, vérité, fidélité, don de soi. Dieu m'appelle à tout cela. Il m'enseigne ces valeurs profondes. Dieu me les montre, d'une part, mais il me donne aussi les moyens d'y arriver. Il me les montre d'abord, il me les montre par sa révélation et surtout par la révélation évangélique, par l'exemple de Jésus, qui a aimé les hommes, qui nous a appelés ses amis, qui a fait de l'amour un commandement. Ce n'est pas du tout anodin, ça dit à Aristote que l'amour est un commandement. Il dira non, l'amour c'est un choix, l'amour c'est un acte de la volonté. Je ne dis pas que l'amour c'est un devoir. Eh bien pourtant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. On ne doit pas uniquement s'efforcer d'aimer. On nous demande, on nous commande d'aimer comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés, qui est le même amour que l'amour dont il aime son Père, l'amour qui est au sein de la Trinité, la charité. Voilà ce qui doit être l'amour que nous portons sur les autres. Sacré programme. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc en Dieu, le bien que je souhaite à l'autre est plus grand que tous les biens qu'on pouvait imaginer dans l'amitié de vertu. Puisque dans une amitié chrétienne, ce bien que je vais souhaiter à l'autre, c'est la participation à la vie même de Dieu. C'est la vie éternelle. Donc le bien que je vais vouloir à mon ami, pour lequel je vais
travailler en amitié, c'est la sainteté de l'autre. De même, dans le mariage, vous devez travailler pour que votre mari, votre femme deviennent saints. Dans l'amitié aussi, une vraie amitié chrétienne, je travaille à ce que l'autre soit saint. Et si je peux, par cette amitié, progresser un petit peu, c'est ça de prix. Comme dit le père Lacordaire, grand dominicain, dans cette amitié fondée sur le Christ, je veux sauver l'âme que j'aime, je suis prêt à lui donner au prix de ma vie la vérité dans la foi, la vertu dans la grâce, la paix dans la rédemption, Dieu enfin, Dieu connu, Dieu aimé, Dieu servi. C'est Dieu même que je souhaite pour mon ami. À travers mon amitié, ce que je souhaite plus profondément, c'est la rencontre de l'ami avec Dieu. Vous comprenez bien que si c'est ça l'objectif profond de mon amitié, ça résout pas mal d'ambiguïté sur l'amitié fille-garçon. Si c'est la sainteté chrétienne, la vie de charité, ça simplifie les choses. Cependant, danger, grand danger même, énorme danger. Profitez de cet idéal pour spiritualiser quelque chose qui en fait n'est pas très net, n'est pas très propre. Je peux tout à fait plaquer ce vocabulaire chrétien de sainteté, de charité, de pureté sur une amitié qui en fait n'est pas nette. Et je vais le faire d'autant plus que je ne suis pas confortable parce que y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette amitié. Et c'est quelque chose de terrible que ceux qui parlent le mieux parfois d'amitié, d'amour, de chasteté, de pureté, qui en parlent souvent avec de très beaux textes, sont les mêmes qui ont quelques pratiques que la morale réprouve. C'est très embêtant, parce qu'il y a cette espèce de spiritualisation totale du problème qui est dans ma vie, et je vais me mettre à parler tout le temps de pureté, de charité, de chasteté, de sainteté, parce que cette chose-là n'est pas intégrée. Et donc pour que ça soit quelque chose de vécu, cette sainteté, et pas seulement dans votre discours, Dieu nous donne aussi des moyens. Donc pas seulement une fin, pas seulement là où je dois arriver, mais aussi les moyens pour y arriver. Dieu me propose une école de la vérité sur moi-même. Cette école de la vérité se fait par le sacrement de la confession. Encore faut-il l'utiliser correctement. Bien utilisé, il me redonne la joie d'un cœur pur et il m'apprend à aimer. Une bonne confession peut et doit être l'occasion d'une vraie conversion du cœur. Faire enfin la vérité sur moi-même, en disant enfin vraiment au prêtre les choses que l'on tient cachées, que d'habitude on masque un petit peu, ou qu'on oublie d'une façon très convenante entre le banc et le confessionnal. On se dit, tiens, on va l'oublier. Non, la vraie confession qui va vraiment jusqu'au fond, qui va chercher les trucs les plus immondes qu'on ne voulait pas dire avant d'arriver à l'église. On s'est dit, mais je vais m'arranger pour trouver une formulation qui sera un petit peu, mais pas trop, ou oui, voilà, et puis le prêtre, il est un petit peu sourd, je vais m'arranger un petit peu. Non, je fais une vraie confession, j'y vais. Le carême commence demain. L'année de la miséricorde a commencé. Je dis ça comme ça. Ce regard de vérité peut aussi être affiné par la fréquentation de la parole de Dieu. Dans le mot fréquentation, vous pouvez reconnaître le mot fréquent. Fréquent, cela peut vouloir dire aussi souvent. Fréquenter, c'est voir, c'est se mettre en contact souvent avec la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui, vous le savez, est vivante et efficace, plus coupante qu'un glaive à deux tranchants, qui va jusqu'aux jointures des os, qui va jusqu'à la moelle. Un couteau a beau être tranchant, si on ne s'en sert jamais, il ne coupera pas grand-chose. Et donc, ayez ce contact fréquent avec la parole de Dieu pour avoir ce regard de vérité. École de vérité, donc, dans la confession et dans l'Écriture sainte. Dieu nous met aussi à l'école de la fidélité, par la prière. Être présent à Jésus. Écoutez ce qu'il a à nous dire. Ce ne sera pas les délires mystiques tous les jours. Ce n'est pas dramatique si vous ne vous soulevez pas de 15 cm du sol chaque fois que vous essayez de faire oraison. De temps en temps, le dimanche, comme tout le monde. Mieux vaut 5 minutes par jour que je donne, que j'offre au Seigneur fidèlement, sans expérimenter grand-chose, qu'une demi-heure, quand j'ai envie, quand je le sens bien,
quand les circonstances sont favorables. Parce que cette demi-heure-là, qui peut-être tiendra, disparaîtra assez vite. Alors que vos 5 minutes, qui sont fondées sur une fidélité au Seigneur, sur une promesse de lui avoir consacré du temps, resteront. Si ces 5 minutes peuvent devenir une demi-heure par jour, voilà, je n'irai pas vous embêter, c'est une bonne idée. Enfin, après l'école de la vérité et de la fidélité, se mettre à l'école de l'amour, à l'école du don de soi. Dieu nous met à l'école de l'amour par l'Eucharistie. Quelle parole d'amour plus belle, plus profonde que celle-ci. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus est là, présent, livré pour nous, et il nous invite à une proximité d'âme plus intense que toutes les amitiés dont on a pu parler ce soir, qu'on a pu évoquer. Recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie, souvent, dans de bonnes dispositions, avec une bonne action de grâce, c'est se mettre à la meilleure école de l'amour qui soit, celle où le maître vient directement dans l'âme de l'élève pour lui enseigner son amour. Confession, école de vérité, prière, école de fidélité, Eucharistie, école de l'amour, ça en fait des cours. Tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Prendre pour maître premier le Christ. Hélas, l'expérience montre que même si on a tout ça, ça ne suffit pas toujours. Parfois ça ne dure pas très longtemps, parfois on se perd un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il faut quelqu'un pour nous guider, il faut quelqu'un pour nous aider. Et c'est dur de demander de l'aide, puisqu'avec Jésus directement, tout semble si simple. Cependant, constat qui vous fera peut-être réfléchir, les plus grands mystiques, même ceux qui ont vu Jésus tous les jours, Sainte Faustine par exemple, qui tous les jours, presque tous les jours, pendant la messe, voit Jésus, enfant, assis sur l'autel, puis Jésus debout qui lui dit des choses, puis Jésus à côté d'elle, eh bien, Sainte Faustine et tous les autres grands mystiques qui voient Jésus, qui leur dit des choses directement, ont des accompagnateurs spirituels. Alors moi, qui ne vois pas Jésus, je sais c'est décevant pour beaucoup, je ne vois pas Jésus. Et vous, qui ne voyez pas tous Jésus, mettez-vous aussi entre les mains d'un directeur spirituel qui vous fera progresser. Avec tous ces éléments bien en place, nous nous préparons à vivre l'amitié spirituelle, l'amitié des saints. Cette amitié-là, fille, garçon, ne pose plus de problème. C'est l'amitié que partageait saint Dominique avec la bienheureuse Diane, sainte Thérèse d'Avila avec saint Jean de la Croix, saint François d'Assise avec sainte Claire d'Assise, saint François de Sales avec la bienheureuse Jeanne de Chantal. Je finirai par cette parole du même saint François de Sales, docteur de l'amour, qui nous parle ainsi de l'amitié spirituelle. Aimez tout le monde d'un grand amour de charité, mais réservez votre amitié profonde pour ceux qui peuvent échanger avec vous des choses bonnes. Si vous échangez dans le domaine des connaissances, votre amitié est certes louable. Plus encore, si vous communiez dans le domaine de la prudence, de la discrétion, de la force et de la justice. Mais si votre relation est fondée sur la charité, la dévotion et la perfection chrétienne, ô Dieu, que votre amitié sera précieuse. Elle sera excellente parce qu'elle vient de Dieu, excellente parce qu'elle tend à Dieu, excellente parce que son lien, c'est Dieu, parce qu'elle durera éternellement en Dieu. Qu'il fait bon aimer sur la terre comme on aime au ciel, apprendre à s'aimer en ce monde comme nous le ferons éternellement en l'autre. Voilà, c'est beau. Voilà, maintenant il faut le vivre. Courage. Nous avons avec nous un expert en relations humaines, aumônier de lycée, ça forme. Vous avez des crêpes après, vous savez. Oui, il y a des crêpes après. Des relations humaines. Oui. La première question aura le droit à 3 crêpes gratuites. Mais Gabriel et Amaury, vous pouvez être rentrés du coup. Ça fera réfléchir les autres. Là, vous n'avez pas attrapé froid. Enfin, vous avez peut-être déjà attrapé froid, mais il y a 2 chaises là-bas. Il y a des chaises à côté de...
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est surtout, c'est toujours pareil, il faut commencer, on s'expose toujours un peu quand on pose une question, mais elles sont utiles pour pouvoir apporter quelques compléments. Pour les amitiés, quand on se lie d'amitié avec une personne qui ne partage pas notre foi, du coup c'est un petit peu compliqué parce qu'on sent qu'il y a une dimension en moins. Et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'apporter justement au mieux cette lumière de la vie spirituelle alors que la personne en face elle passe complètement à côté et sans ouvrir les yeux? C'est peut-être l'avantage d'avoir fait une première partie juste philosophique et qui contenait pas tellement de bondieuserie encore. Si cette amitié est vraiment une amitié, même sans la foi, elle doit avoir pour fondement la recherche du bien en commun, la recherche du bien de l'autre. Et donc mon ami, qui n'a pas la foi, s'intéresse à moi comme en tant que personne vertueuse qui cherche à progresser. Je crois que si véritablement c'est un ami, cette dimension ne pourra pas longtemps rester étrangère à nos discussions. Tout dépend du côté de celui qui a la foi, à quel point il est enraciné en lui. Mais quelqu'un qui vit de sa foi viendra dans une vraie amitié profonde, naturellement, à en parler ou à exprimer, pas forcément bêtement en essayant de faire du prosélytisme de premier niveau, mais à partager tout bonnement avec son ami ce qu'il fait vivre, les belles choses qui lui arrivent dans sa vie de foi. Après, il faudra toujours doser à quel moment est-ce que j'en parle et ça va faire fuir mon ami parce qu'il voit un truc avec lequel il n'est pas confortable, et du coup, mon attitude, finalement, n'a pas porté de fruits et à gâcher quelque chose qui aurait pu grandir. Je pense qu'il y a d'abord la nécessité de faire grandir cette amitié tout en la centrant sur des choses bonnes et belles. Et ensuite, si cette amitié devient vraiment profonde, je pense que l'ami ne sera pas choqué si on lui partage cette partie de notre âme qui est notre union au Christ. Et même si, même s'il n'y adhère pas tout de suite, à ne pas croire à d'un coup, dès qu'on parle de Jésus, les gens autour de nous se convertissent comme des mouches, c'est absolument fantastique. Parfois les gens me disent, c'est très bien, mais moi je ne suis pas encore prêt, ou moi ça ne me parle pas tellement. Mais j'en aurais parlé, et je ne pense pas que si c'est une vraie amitié, cela brise ou nuise à cette amitié. J'aurais ajouté une petite chose. On peut imaginer les choses aussi à l'envers. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui nous ont aimés comme amis alors que nous ne partagions pas encore complètement la foi et qui nous ont fait grandir dans la foi alors qu'ils n'ont pas fait nécessairement de prosélytisme, etc. Enfin, on se met toujours dans la position de celui qui a la foi et qui va transmettre les choses. Enfin, je suis le sel de la terre et la lumière du monde. C'est important, c'est vrai, c'est bien. Mais est-ce qu'on n'a pas des moments, nous-mêmes, dans notre vie, dont on peut se souvenir, où il y a eu des amis qui nous ont transmis la foi? Alors, il y avait ce décalage, mais on a réussi, on a reçu la foi aussi dans l'amitié. Et si on fait mémoire de notre vie, je pense que chacun d'entre nous peut trouver comme ça des amis qui leur ont transmis la foi alors qu'ils ne l'avaient pas beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut voir aussi les choses de ce côté-là. Et rendre grâce aussi. Oui? Alors moi, je rejoins un peu la réponse de Frère Antoine. Après, dans votre réponse, pourquoi introduire cette notion de foi? L'autre peut très bien croire être, je ne sais pas, dans une religion musulmane, et croire finalement dans sa religion. Je ne vois pas en fait une notion où l'un régresserait dans sa foi. Vous voyez, en fait, pour prendre un exemple, je suis amie depuis 10 ans avec quelqu'un de musulman. Chacun pourrait dans sa foi, de manière profonde, les échanges sont clairs, mais il n'y a pas, l'un va convertir l'autre en fait. Je pense qu'il y a une notion aussi de tolérance et de respect dans ce que croit une personne ou pour elle-même. Oui, il y a,
Oui, la réponse est oui. Non, c'est très beau ce que vous décrivez, je trouve, comme amitié. Et c'est important que nous ayons au cœur d'avoir de telles amitiés. Cependant, on est dans cette relation d'amitié profonde et intime à la recherche d'un bien commun, si j'ose dire. Et donc il y aura, je pense, toute une partie des questions humaines où nos foi différentes se rejoindront. Et il y aura quand même certains points où là, peut-être, il y aura des éléments qui n'iront pas ensemble. Et à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je me dis, bon, tant pis, je passe à côté et j'ai une bonne amitié. Et c'est peut-être la chose à faire, si jamais on sent que ça va casser l'amitié, que de ne pas évoquer ces points-là et de se concentrer sur ce qui nous unit et sur le bien que nous partageons en commun. Mais si on est vraiment dans cette exigence d'une amitié vraie, fondée sur les mêmes valeurs, le même objectif, est-ce que la question des différences de foi ne va pas peut-être à un moment être un objectif, puisque pour l'un, moi je connais plus mon côté du coup que le côté musulman, mais pour l'un l'idéal de perfection chrétienne c'est ce dont on a parlé en dernière partie, et l'autre aura peut-être quand même un idéal de vie, des exigences différentes, qui ne sont pas forcément... Oui, je suis d'accord, Ouais. on peut avoir des différences, mais déjà l'homme et la femme sont différents, tout être est différent, Oui. donc pourquoi en fait les points divergents devraient faire en sorte qu'on soit plus amis alors? Non, parce que justement dans l'homme et la femme, il y a ces différences, mais qui moi, sont... je ne vois pas pourquoi ça briserait une amitié, en fait, d'avoir des divergences d'opinion. Je pense pas que ça brise une amitié, mais il y a quand même une différence entre ne pas être d'accord sur, je sais pas moi, le goût des films qu'on a ou la cuisine qu'on aime, et la religion qui structure toute ma vie. Donc peut-être quand même que dans le partage qu'on va avoir profondément des choses qui nous font vivre, je sais pas, moi c'est un cas qui m'est pas arrivé. Moi je pense que c'est une question de respect. Ah mais il faut avoir ce respect, c'est Voilà. sûr, c'est évident. Mais il y a des divergences, mais s'il y a le respect, je pense que... Juste pour rebondir sur ce que vous disiez avant, dans les différences hommes-femmes, il y a cette complémentarité qui est voulue comme telle. Il y a des différences qui font que la mise ensemble est plus que la somme des deux. Je ne suis pas sûr que le christianisme et l'islam soient complémentaires de sorte que la mise ensemble soit plus des deux. Si vous avez d'un côté Jésus, Fils de Dieu, Verbe incarné, vous aurez de la peine quand même à le faire rentrer de façon complémentaire avec le contenu de la foi de l'islam. Ce qui est la grosse différence quand même avec une complémentarité qui s'enrichit. Vous voyez un petit peu la différence ? Oui, mais le respect est à avoir. Et l'amour pour l'autre est très bon. Donc, moi, je pense pas que... Je sais pas si vous avez une... Je suis d'accord. Je suis d'accord sur la notion de respect, mais il faut faire attention à une chose. Il faut vraiment que ce respect soit partagé. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, on peut respecter aussi quelqu'un qui considère que sa religion, qui veut partager sa religion avec quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement du prosélytisme méchant. Si j'ai un ami, etc., et je veux qu'il devienne chrétien, parce que je considère que connaître Jésus, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, lui transmettre la foi. Voilà, on peut respecter ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des couples qui sont on voit des personnes qui sont des couples de religions différentes. Ça introduit toujours, selon l'idéal de l'amitié chrétienne, ça introduit toujours une certaine difficulté. Après, il se peut aussi que cette difficulté aide à grandir. C'est possible. Ça dépend. Je pense qu'il faut... On pourrait parler de personnalité. Oui, tout à fait, voilà. C'est pour ça. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est quand oui, mais enfin, là, il y a du respect. Oui, enfin, d'accord, il y a du respect, mais c'est pas parce qu'on parle de sa foi et qu'on témoigne de sa foi qu'on n'est pas respectueux dans la relation avec l'autre. On peut aussi l'imaginer, sans nécessairement manquer de respect. Si vous voulez, cette idée-là, c'est vous dites, ah bah oui, mais se convertir, là j'ai l'impression qu'on doit se convertir à la nouvelle religion qui est toutes les religions se valent. Tu as ton chemin vers Dieu, j'ai mon chemin vers Dieu.
Voilà, donc on doit se respecter, et là on est, je vous dis, converti un petit peu à cette religion-là. On a le droit de parler, on peut en parler, mais bon, c'est tout, on se respecte. Je pense que les différences dans une amitié, on peut en parler beaucoup plus que ça, enfin, quitte à ce que ce soit parfois des moments un peu de friction. Enfin, c'est pas, vous voyez, hein, c'est important que ça puisse soit vraiment respecté totalement, pas seulement respecter. Je respecte donc. Non, je respecte, donc je peux aussi en parler et aller. Vous voyez ? Parce que moi, le respect ne signifie pas si. Tout à fait. Une autre question, oui, merci. Vous avez dit que. Alors là, c'est très très bas. C'est très intime, c'est mignon, mais pas très audible. Vous avez parlé d'une différence de religion, par exemple, dans le couple. Et vous avez parlé, vous avez enseigné là, et vous avez des enfants. Mais le mariage, c'est un socle commun, c'est un tronc commun, et ensuite on détaille, on voit ce qu'on veut faire après. Mais pour notamment l'éducation des enfants, comment est-ce que vous faites si vous avez deux religions différentes et l'éducation des enfants, notamment de la religion, comment est-ce que vous faites ça? Alors, pardonnez-moi, hein, personne n'a entendu. Si, vous avez entendu là-bas? Non? Alors, alors, je me souviens du nanana, ça c'est ce que je dis tout à l'heure. Donc tout à l'heure, j'ai donné une réponse à les différentes religions nanana, bon, très bien. Alors, mais concrètement, si un couple est fait de personnes de deux religions différentes, dans l'éducation des enfants, quelle religion donne-t-on? Voilà, si vous voulez, moi je n'ai pas, comment dire, un prêtre ou un frère qui transmet l'enseignement de l'Église ne donne pas un moule dans lequel il faut rentrer. Après, les gens organisent leur couple comme ils pensent pouvoir l'organiser. J'ai un exemple. Je sais que dans les pays, vous savez, où les protestants et les catholiques sont... Enfin, je pense à l'Allemagne. En Allemagne, la tradition était, du moins quand j'étais plus jeune, la tradition était qu'on donnait la religion de la mère. Hein, et on savait que si on se mariait avec... Bon, ça peut être c'était une sagesse populaire, je ne sais pas comment dire, bon, voilà. Si un protestant se mariait avec une catholique, eh bien, les enfants étaient catholiques, sinon ils étaient protestants. Bon, peut être un usage pour... Après, je pense qu'on peut aussi réfléchir. Là, c'est les gens qui sont comment dire... responsables dans l'éducation de leurs enfants, qui doivent choisir quel est le plus grand bien qu'ils peuvent donner à leurs enfants. Et c'est vrai que pour être tout à fait clair, c'est pas automatique, mais la mixité de religion ou de conviction dans un couple ou dans l'amitié ça peut être une source de richesse, mais ça peut être aussi une source de complication. Il faut le dire, hein, faire attention à ce que, mais oui, il est athée, mais je cherche sa sanctification, moi je vais à la messe 3 fois semaine, mais donc parce que je vais essayer en fait, derrière je peux peut-être essayer de le changer, tout ça, et là, je dis que non, bien évidemment, parce que je ne peux pas le dire, je peux très vite me heurter au quotidien à des difficultés importantes justement dans l'éducation des enfants, et puis moi-même dans l'exercice de ma foi. Alors, il y a des personnes qui sont, et c'est des exemples que je connais, de personnes qui ont qui n'ont pas la même foi. Enfin, une dame va à la messe avec les enfants tous les dimanches, le mari n'y va pas. Il faut le choisir, il faut l'assumer. Et alors, dans la construction des enfants, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne peux pas vous dire, vous savez très bien, comme moi, qu'il y a des gens qui vont aller à la messe tous les dimanches avec les enfants main dans la main, qui vont donner une éducation épouvantable à leurs enfants. À côté de ça, vous allez trouver des couples de personnes qui peuvent sembler comme ça épouvantables et qui vont transmettre une éducation absolument... c'est des enfants qui vont être absolument magnifiques. Ça, on ne peut pas dire, vraiment, là pour le coup, d'où l'importance de faire à souligner ça, se préparer aux choses. Se préparer. Et il n'y a pas un mariage qui ressemble à un autre mariage. Il n'y a pas une amitié qui ressemble à une autre amitié. On peut parler des fondamentaux, du socle commun, des objectifs communs, mais après on ne peut pas, heureusement d'ailleurs, on ne peut pas donner de petites recettes à tel ou tel. Oui. J'aimerais répondre à sa question. Bien écoutez. Donc, mes parents, mon père est évangélique, ma mère est catholique, et normalement, dans les sociétés africaines, les enfants suivent la religion du père, donc parce que c'est lui le chef de la famille. Mais heureusement pour nous, mon père étant ouvert, ça fait 33 ans qu'ils sont ensemble. Mon frère et moi, on est tous les deux catholiques.
Donc, peut-être parce qu'il écrivait, je ne sais pas, mais il nous a laissé choisir notre foi. Donc, on est tous les deux catholiques. Avec ma mère, il nous a laissé aller à l'église, donc assister à la messe tous les dimanches. Et lui, le dimanche, il va à son église. Et ça fait 33 ans, c'est comme ça, et tout le monde est heureux. Donc, ça dépend du coup. Exactement. Je pense qu'il y a vraiment, là, pour le coup, on ne peut pas donner, c'est même dangereux de donner des schémas. Hein. On peut donner des orientations, une route, et puis après, chacun emprunte voilà, un objectif, chacun emprunte la route qu'il lui semble devoir emprunter. Une autre question, oui. Est-ce que quand l'une des deux personnes vient demander de l'aide à l'autre en disant j'ai envie de te rejoindre dans ce que tu vis dans ta foi, par exemple quelqu'un qui est athée et quelqu'un qui ne l'est pas, est-ce que ça ne crée pas un tellement grand déséquilibre dans la relation que c'est plus vraiment une amitié? C'est-à-dire si l'un des deux est moins nourri que l'autre, qu'est-ce qui se passe en fait? Pardonnez-moi, sans humour, je n'ai pas bien compris la question. C'est vrai que dans l'amitié, il faut qu'il y ait un certain équilibre. C'est-à-dire que dans la mesure où on dit que l'amitié peut être une manière de s'accompagner l'un l'autre vers cet accomplissement de l'idéal. Si l'un accompagne l'autre et l'autre est juste en demande, qu'est-ce que c'est voyez? Moi, pardonnez-moi, c'est un réflexe professionnel, mais quand on me dit ça, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire un plan drague avec une connotation religieuse. Pardonnez-moi, mais ça fait. Alors, c'est le premier réflexe que j'ai. Bien évidemment, il faut faire attention, il faut pas, c'est un peu sévère, il ne faut pas casser le joujou des gens non plus. Hein. C'est aussi une manière de se dire je t'aime, et puis derrière, il peut y avoir effectivement une volonté de cheminer vers Dieu. D'ailleurs, les choses peuvent être mêlées. Là, il n'y a pas de. Je pense que du coup, c'est possible. Il faut faire attention si c'est pas seulement ah oui, tiens, tu as une religion, ah ça peut être important, mais il y a quand même des aspects positifs. Je pensais pas que le christianisme c'était ça. Et puis en définitive, je vais dire ça pour te faire plaisir, enfin pour te faire plaisir, prendre de la place dans ta vie. Comme toi, tu vas imaginer que tu vas devenir celle qui va me convertir. Bon, en définitive, je voudrais que tu t'occupes un petit peu de moi, et puis toi, tu as envie de t'occuper de moi aussi. Alors on va utiliser ça. Tu vas me faire un petit peu de catéchisme, et puis moi je vais te poser quelques questions en disant que c'est passionnant. Mais c'est-à-dire que là-dedans, il peut aussi y avoir une vraie démarche de conversion. Ça peut être très mêlé. Ça, c'est important. Donc oui, c'est possible. Je ne vois pas pourquoi. Mais il faut faire attention. Dans ces cas-là, ça me semble... voilà, les trucs... Ah oui, tiens, j'aime ta foi, mais enfin, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Ah non, mais tu es rayonnante. Ah, je suis rayonnante qui te plaît. Alors, c'est pas tout à fait ma foi. Bon, je blague un peu, mais je pense que c'est à vérifier. Et là aussi, hein, c'est le temps qui fait les choses. C'est le temps, c'est dans la durée qu'on voit les choses, si les choses sont sérieuses ou si elles ne le sont pas. Frère Antoine, tu veux dire quelque chose peut-être? Non, il y a une chose auquel je pensais, c'est qu'il y a clairement un manque de ma part de ne pas avoir assez souligné l'aspect interreligieux de l'amitié, mais peut-être qu'il y aurait des questions qui reviennent au contenu de... C'est systématique ça, aujourd'hui c'est vrai que la question... C'est marrant, hein, les religions... C'est la première question, c'est intéressant comme sujet. Mais s'il y a d'autres questions qui reviennent un peu sur la mythification, Guillaume. Moi j'ai souvent entendu qu'il fallait faire attention, par exemple dans une amitié fille-garçon, tout ce qu'il y a de plus simple, je dirais, de ne pas poser des actes qui pourraient dire à l'autre, je veux quelque chose de plus. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà, concrètement pour moi c'est pas clair ces actes qu'il faut éviter pour. Bon, si on prend l'image du pas trop près, je pense qu'on se doute assez vite. Si on n'a pas du tout, c'est beau à part ça d'avoir une telle construction spirituelle, une telle sainteté qu'on ne voit plus du tout quels actes sont un petit peu plus que ce que feraient les amis normaux. Si on peut, une règle de conduite bête qui me vient comme ça, mais quel acte je pose dans une amitié fille-garçon que je ne poserai pas dans une amitié garçon-garçon? Ou est-ce que là, je vais
un petit peu trop loin, un petit peu plus loin. Est-ce que je ferais ça avec un garçon? Si là, il y a quelque chose qui me dit oui, ça ne va pas, peut-être que je suis dans quelque chose qui dépasse le simple cadre de l'amitié claire, nette, transparente. Mais dans le pas trop près, il y a près. Alors après, il y a l'interprétation des autres. C'est-à-dire qu'un geste qui va être, eh bien tiens, je suis passé voilà, devant un magasin, j'ai vu une petite fleur, voilà, je te la ramène. Pour moi, ça peut être un truc, bah tiens, je t'amène un truc, voilà, comme une fleur, c'est joli, je sais que t'aimes ça, et ça peut être interprété comme un truc, waouh, ça y est, enfin, comme un geste. Là, il faut faire attention. Et ici, je voudrais introduire une petite remarque, mais si vous pouvez, même si c'est un peu long, si vous pouvez continuer à écouter quelques instants, ça nous rend service, et puis on va essayer de terminer. Une difficulté, c'est, on peut demander à un garçon de le faire, peut-être, hein? Une des difficultés, c'est qu'on grandit aussi dans l'amitié garçon-fille quand on apprend avec respect à comprendre ce que peut penser une fille. Et quand on est une fille, on essaye de comprendre et avec respect ce que peut comprendre, sentir, ressentir un garçon. Et on n'en joue pas. Très souvent, on a envie de savoir un peu comment l'autre fonctionne pour pouvoir en jouer, trouver les codes, etc. Puis après, il peut y avoir un peu des complicités aussi. On peut jouer aussi sur l'ambiguïté. Je sais que je vais te donner un petit quelque chose pour que tu puisses jouer, et moi aussi. Alors, et ça, on voit souvent chez les adolescents, chez les petits qui pensent être des hommes et des femmes accomplis plus que n'importe qui. Voilà des codes justement de gestes, de manière de s'embrasser, manière de se dire bonjour, manière de se parler, manière de se regarder. Et on voit dans le milieu adolescent des gens qui peuvent se faire aussi assez mal avec tout ça. C'est-à-dire qu'on joue, on veut montrer qu'on est au-dessus. Enfin, vous voyez, il y a quand même il y a tout ça aussi. Et je pense que là, il est important d'essayer de réguler ça par ce que le frère appelait tout à l'heure, un travail de pureté et de pureté du cœur. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'éprouve tout ça que je suis sale, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas sale, c'est vraiment pas sale, c'est voulu par Dieu. Mais ça doit être purifié. Et dans la mesure où ce sera purifié, parce que c'était pas sale, toute la beauté va jaillir de la relation que je peux avoir avec une jeune fille, avec un jeune garçon. Mais il faut, là pour le coup, qu'il y ait ce respect, mais qui n'est pas seulement je te respecte, mais un respect qui est je te connais. Je sais comment fonctionne un garçon, comment fonctionne une fille, et je vais essayer de correspondre un petit peu à ce mode de fonctionnement. Ça, c'est important de le souligner. Une dernière question. Oui. Merci. Bien fort, hein, pour que tout le monde parle. Que les filles ont un certain devoir, de par leur regard clair, d'éducation des hommes. On a dit ça un petit peu tout à l'heure. Et du coup, je me posais la question, mais est-ce que c'est pas un petit peu dangereux, en fait, de mettre dans la tête des filles cet aspect de, bon, ben voilà, c'est moi qui suis un petit peu le garde-fou de l'homme, et par mon regard clair, en fait, c'est pas j'ai vu que l'homme, mais bon, je l'explique quand même. N'y a-t-il pas un risque considérable, en fait, que l'homme qui a fait déjà énormément de difficultés à se gérer soi-même devienne, en fait, le simple élève de la fille, et donc finalement un certain objet d'éducation? C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent être des mamans et des jeunes garçons qui veulent être le petit garçon, plutôt une maman de substitution, un petit peu choisie, un peu différente. Ça c'est vrai. Après, on va toujours partir sur une base difficile, noueuse. Toute relation, on peut toujours la décortiquer de façon un peu sévère. Vous voyez ? Mais ce qui est important, c'est de pouvoir si on la décortique de façon... Il ne faut pas être sévère, il faut être réaliste. Et à partir du moment où on a décortiqué les choses de façon réaliste, alors on peut construire positivement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir poser un diagnostic et même montrer éventuellement une maladie, en étant capable aussi d'apporter un remède. Donc oui, il peut y avoir ce risque-là. En même temps, et je pense qu'il est beaucoup plus
épanouissant de dire à une fille, voilà, tu as aussi une responsabilité sur vraiment une responsabilité sur l'affectivité des garçons qui sont autour de toi, et aux garçons de dire, tu as une responsabilité par rapport à l'affectivité, voilà, ça va peut-être leur donner un petit côté papa ou maman, ou peut-être un peu ridicule, mais qui sera nécessairement un peu moins ridicule que la gamine de 20 ans qui pense qu'elle est une femme absolument fatale parce que tous les vendredis et les samedis et les dimanches, elle est capable de trouver chaussures à son pied pour rester correcte. Vous voyez, voilà. Ça, c'est important de voir ça. Donc, il faut savoir diagnostiquer. Or, là, témoignage de prêtres, les fidèles, enfin, les chrétiens, les gens vous disent « Dites-moi, dites-moi, dites-moi ». Si vous leur dites, vous avez, comme ça, cache un petit peu, voilà, ben moi je pense que c'est plutôt ça. Vous avez 9 chances sur 10 que les personnes veulent savoir, disent oui, oui, non, mais dis-moi tout, je veux tout savoir. Enfin, après, bon, moi je ne vois pas trop ça, mais voilà, je pointerai ça, ça et ça. Alors vous avez, c'est très bien, il faut être très franc, comme ça vous diminuez votre travail de moitié, parce qu'il y en a la moitié qui ne viendra plus vous voir. Donc, première chose. Et puis après, quand vous avez pu diagnostiquer quelque chose, il y a les réponses à apporter. Eh bien ça, je peux le dire aussi, ça vous fera peut-être réfléchir, c'est que les gens vous disent « dites-moi, dites-moi, dites-moi », vous leur dites, ça ne leur plaît pas, et quand ils veulent, et quand après il va y avoir une réponse dans leur vie, ils vont arriver la plupart du temps avec la réponse déjà faite. C'est-à-dire que, j'exagère un petit peu, je fais un petit peu une caricature, mais un adolescent ou une jeune fille arrive en vous disant « Ah oui, voilà ce qui m'arrive », et déjà c'est déjà beaucoup, hein, « Voilà ce qui m'arrive, comment est-ce que je peux progresser, il se passe ça, ça et ça et ça ». Alors oui, ah ben oui, paf, il faudrait faire plutôt comme ça. Alors, bon, déjà, ah bon, alors donc, ça ne plaît pas trop, hein, vous diagnostiquez le truc, ça ne plaît pas trop, et les gens arrivent souvent en vous disant, eh bien tiens, voilà mon père, merci beaucoup, j'ai trouvé le remède, voilà, c'est la volonté de Dieu, alors mais vous avez servi de prétexte, j'ai le remède, voilà, c'est ça, vous voyez, je vous présente, alors c'est la personne qui était là, au bout de 2 ou 3 ans, elle vous dit, ah ben tiens, voilà, je vous présente, je me suis fiancé, c'est très bien, hein, je ne dis pas que c'est mal, je pose des questions par rapport à la pertinence du discernement. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font ça dans l'amitié, les choses un peu trop tout seul. Je ne dis pas qu'il faut demander à monsieur le curé de me dire ce que je dois faire, qui je dois épouser, qui je dois... Mais ça permet souvent de purifier les choses, de les rendre plus nettes. Oui, justement d'avoir un ami. Un ami pour parler aussi de nos amis sans que ce soit... vous voyez, souvent, dans nos relations d'amitié utiles, ou les grands cercles, eh bien, on parle beaucoup les uns des autres. Ah, les gens racontent, ah oui, puis tu sais, une telle, elle a fait ça, j'ai vu un tel, il fait ça, non, être capable aussi d'avoir des amis avec lesquels on puisse parler de choses profondes et sérieuses. Et alors là, petit à petit, et même des adultes, les choses grandissent, les choses se font, et là où il y a des erreurs, eh bien, il y a des remèdes et des choses positives qui peuvent apparaître et qui peuvent éclore. Hein. Même si, le frère Antoine l'a souligné tout à l'heure, même dans les situations qui peuvent sembler les plus incroyables, mal parties, et d'ailleurs, souvent, c'est les gens qui pensent être mal partis qui avancent le mieux. Parce qu'il n'y a rien de pire que ceux qui ont la prétention, vous savez, mais regardez, mon père, à quel point nous sommes impeccables. Regardez à quel point, donnez-nous sur une échelle de 0 à 20, donnez-nous notre petite note, notre coefficient bon chrétien. On doit être, dites-nous qu'on est à 19. Non, et les autres qui arrivent en disant, mais waouh, je suis un petit peu à 2, à 3, là, il y a parfois des choses qui peuvent se dénouer. Hein, c'est vraiment très important, c'est la question d'un véritable accompagnement spirituel. Aujourd'hui, on fait les choses on fait les choses un petit peu trop tout seul. Je me souviens une fois, je terminerai par une petite anecdote, que j'étais en train de manger dans une famille d'amis, et voilà, beaucoup d'enfants. Le papa est militaire, et puis le genre de militaire un peu, je dirais un militaire sérieux, quoi, un officier, pas de défilé ou de bureau, mais quelqu'un qui était plutôt voilà, un homme, quoi, voilà, qui travaille, qui sert la France, l'armée, tout ça. Et il a plein d'enfants, un petit peu la famille cliché. Et puis, les enfants sont épouvantables, voilà, géniaux mais épouvantables, et je suis à la table et tout le monde s'engueule. Alors,
Voilà, alors le père fait « Oh, ça suffit !» La mère fait « Ah, j'en ai marre !» Les enfants font « Ah, super, il est là, en bien, etc. » En plus, il y a le curé, etc. Et alors, je regarde, c'est des amis assez proches, hein, et alors, je regarde cette amie qui râle. Voilà, vous imaginez, hein, l'officier les enfants, elle, faisant un peu sa victime. Et alors, je lui dis, écoutez, on va l'appeler Geneviève. Et je lui dis, écoutez Geneviève, voilà, allez vous plaindre à votre meilleure amie, hein, du genre à votre meilleure copine, quoi. Téléphonez à votre copine ou à votre soeur ou à votre belle-sœur. Et alors, je me souviens, elle était un peu dans la cuisine, et puis elle revient, puis elle fait « Je peux pas, mon père, ma meilleure copine, c'est lui !» en montrant son mari. Du genre... Et j'avais trouvé cette remarque assez belle de dire, voilà, mais j'ai pas de copine à qui tout raconter, etc. Parce qu'à un moment donné, mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est mon conjoint, vraiment cet ami privilégié. Je voulais terminer avec cette petite anecdote qui n'est pas une réponse à une question, mais que j'avais trouvée amusante. Quand vous voyez un officier, père de 8 enfants, se faire appeler meilleure copine par sa femme, je vous assure que ça fait quelque chose d'un petit peu rigolo. On va prier et puis vous reviendrez ici, il y aura des crêpes à gogo. Merci. Bravo, frère. Je ne veux pas applaudir, regarde.